Bonjour ou bonsoir, Thierry, n'oublie pas le petit bouton rouge. Bienvenue à toutes et à tous au cœur de ce 4e épisode d'Un virus et des hommes. Ça y est, nous y sommes, jeudi 28 mai, plus de 15 jours après le déconfinement officiel en France, 15 jours dans le monde d'après le confinement, mais pas dans le monde d'avant, évidemment. Nous voici plongés dans ce joli flou, ce monde nouveau où personne n'est raccord avec personne ou si peu, parce que personne n'a vécu le confinement comme son voisin ou comme son ami. Un monde où l'on ne peut pas vraiment se projeter, plus précisément au-delà d'une semaine ou deux, condamné à vivre dans l'instant présent, et si c'était maintenant que tout commençait. Alors nous, bien sûr, on n'a pas voulu s'arrêter là. Après 3 épisodes d'Un virus et des hommes confinés, eh bien, nous ouvrons ce 4e numéro déconfiné, mais toujours empreint de cette grande curiosité pour ce qui se passe autour de nos précarés. Actualité en live, puisque le Premier ministre s'exprimait à l'instant. Réalité, eh bien, on a 1 heure pour partager avec vous réflexions, observations, comme nous le faisons depuis mi-mars, avec nos 3 experts membres du réseau APM, Association Progrès du Management, mais aussi avec vous, nos spectateurs fidèles, avec qui nous avons traversé ces semaines si particulières. Alors, nous sommes restés fidèles, nous aussi, à nos 3 grandes questions pour constituer la trame de ce webinaire. La première, c'est qu'est-ce qui change? La deuxième, eh bien, c'est de se demander quel en est le sens. Et enfin, la troisième, et demain, en faisant un exercice de projection, où allons-nous? 3 grandes questions éclairées, décortiquées, tournées dans tous les sens par nos observateurs qui, vous le savez maintenant, sont experts des mondes de la communication, des médias, du marketing, de la publicité, mais aussi du management, bien sûr, des émotions, de la performance et des relations humaines. Merci à Anne-France Véry, Thierry Vatelet et Patrick Baudin, co-créateurs d'Un virus et des hommes, avec qui j'ai le privilège, comme vous, de partager ces moments rares. Alors Patrick reste notre spécialiste des images, toutes celles qui sont sélectionnées pour illustrer nos propos. La conversation est grande ouverte pour toutes vos questions. Vous le savez, l'ambition de cette émission, c'est bien d'être interactive et puis quasiment internationale grâce à Anne-France qui est connectée depuis la Belgique, Patrick, toujours dans le Gers, Thierry, lui, a rejoint l'Île-de-France, puis moi, je suis à l'ouest, géographiquement au cœur des Pays de la Loire. Alors que l'on soit à Cholet ou à Saint-Maur-des-Fossés ou dans le Gers, nous sommes tous entrés dans cette nouvelle réalité, cette nouvelle ère, celle des distances de sécurité, de la méfiance, des précautions multiples et des limites qui sont en train d'être supprimées, les 100 km. Alors, ce n'est plus la guerre, ni le confinement strict qui allait avec. Mais Thierry, est-ce que c'est mieux finalement? En tous les cas, on en a beaucoup parlé de ce monde d'après. Et nous y sommes. Et ce n'est pas du tout le monde que l'on croyait. Ce monde de l'après-déconfinement, finalement, est un monde très appauvri. Souvenez-vous, quand on était confiné, on s'était dit, on va faire la fête, on va retrouver des voisins au restaurant, on va retrouver de nouvelles têtes, on va se baigner dans des ambiances chaleureuses. Eh bien, pas du tout. Nous sommes entrés dans un monde très pauvre. Les visages ont disparu aux 3/4. Plus de mimiques, plus de sourires, plus de mots boudeuses non plus, plus de lèvres entr'ouvertes, pincées, sensuelles, arrondies, plus de sourires en coin ou coincés, avec, vous savez, une belle rangée brillante d'incisives blanches. Il n'y avait plus de tout ça. Il y a quoi dans notre monde? Il n'y a que des yeux. Partout des yeux. Ils regardent, ils observent, mais surtout, ce sont des yeux qui calculent les distances. Il est à 10 mètres, il est à 5 mètres, 2 mètres, à moins d'1 mètre, je tape. Et oui, tous les yeux qui sont posés ainsi à la lisière des masques basculent vite dans un petit jugement ou bien même dans une idée reçue, dans un biais cognitif. On se méfie beaucoup plus de l'autre qu'on l'accueille. Distanciation sociale oblige, il y a des replis, même des possibles malentendus, des relations dégradées, sentiments d'isolement et peut-être même une perte de confiance. Alors, rien finalement ne remplacera jamais un sourire sur un corps droit avec un regard clair pour décider, donner confiance et rassurer. Le télétravail peut d'ailleurs en souffrir. Les réunions en ligne perdent en épaisseur humaine. Même confiné, l'autre nous manque, même déconfiné, l'autre nous manque encore. Le président de la République avait déclaré la guerre. C'était 2 jours avant le confinement.
Le canapé était devenu notre tranchée, pour certains, la canette de bière était devenue une munition, et pour tous, la télévision était notre tour de contrôle. Le virus allait-il battre en retraite? Petit à petit, les courbes ont plongé, nous avons pu déconfiner. C'est vrai, mais nous sommes entrés dans une sorte de drôle de guerre. On se bat partout et nulle part. Là où il y a un autre, il y a une ligne de front. Alors on érige des lignes Maginot invisibles, on traverse la rue, on prend ses distances, et si on se rapproche, s'érigent alors des comptoirs et des hygiaphones transparents. L'épaisseur du vide rassure. Nous sommes entrés dans un monde que cette drôle de guerre déshumanise. On veut toucher, on veut palper, on veut sentir l'autre. C'était quand la dernière fois que vous avez vraiment serré la main à un inconnu? Mais vous savez, une paume franche, avec un sourire, avec une présentation, bonjour. Ça, je vous parle du temps d'avant le coronavirus. C'était bon ces poignées de main-là. C'était bon également ces embrassades chaleureuses en début de réunion, à la descente d'un train, à l'aéroport. Je dirais, douaneau, ton baiser de l'hôtel de ville, on veut le retrouver, on veut le savourer, avec une confiance silencieuse qui invite au partage. C'est de ça dont on a besoin. Oh oui, mais comment garder nos liens quand on ne peut plus se bécoter sur les bancs publics, quand les poignées de main sont montrées du doigt? Anne-France, est-ce qu'on peut être en relation de qualité, même masqué, même distancé, même privé de cette proximité parfois très spontanée? Oui, garder le lien, quelle question essentielle durant cette drôle de guerre. C'est en fait l'essence même de l'homme qui est devenu le plus grand des dangers. L'homme est fait pour être en lien, en relation. Et aujourd'hui, on peut revoir certains, mais en restant emprisonnés derrière des gestes appelés barrières. Garder vos distances devient inaudible. On peut commencer à nous revoir en vrai, et on doit garder nos distances. Dans les magasins, c'est la méfiance. Dans la rue, c'est l'évitement. Et comme tu dis, Cécile, que devient l'autre qui peut me chouchouter, me cajoler, m'enlacer, les amoureux des bancs publics, les promenades bras dessous, la joie de prononcer le mot vivre en plus aucun de geste de réconfort parce qu'on doit se serrer les coudes pour garder du courage, interdit de se serrer dans les bras pour se réconforter. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la santé ne sera plus nommée au singulier, elle devient plurielle. On a dû prendre soin de nos santé physiques et donc du coup, les autres deviennent malades. La santé émotionnelle a de la fièvre, la santé relationnelle est enfermée dans une bulle d'isolement, la santé financière est dans le coma. Alors à laquelle est-ce qu'on pourra encore lever notre verre? Le champagne ne va plus pétiller comme avant. On est en fait un peu comme des funambules à devoir marcher sur le fil de nos vies et à devoir essayer peut-être d'être face à nos choix, de ne pas se laisser couler pour nager dans le courant. On va apprendre à nager, on va apprendre à surfer grâce à notre confiance en la vie, grâce à notre confiance en nous, grâce à notre confiance en l'autre. Parce que, Cécile, nous sommes les mêmes personnes qu'avant le 18 mars, annonce du confinement, avec des potentiels qui se sont révélés, avec des potentiels qui se sont amplifiés. On a fait des découvertes sur nous-mêmes, on a fait des découvertes sur les autres. Les autres, en fait, ne sont pas tranquilles, mais peut-être pourrions-nous faire l'éloge de l'intranquillité, de nous pousser à notre capacité extraordinaire de résilience, de nous porter au-delà de nos nombrils pour aller vers l'humanité. L'intranquillité combat l'indifférence, le pire des poisons de l'amour, le pire des poisons de notre puissance d'être humain. En fait, plus personne ne sera transparent. Alors, cette fois-ci, vous savez que j'aime vous faire voyager, je vais vous emmener en Afrique du Sud. Je vais vous emmener pour vous dire et pour nous faire entrer tous ensemble dans l'ère Ubuntu. Ubuntu, c'est cette philosophie donc d'Afrique du Sud qui nous met face à notre humanitude. Personne ne peut exister sans l'autre. C'est grâce aux autres que je me révèle et que l'autre aussi se complète. Je suis parce que nous sommes. Merci beaucoup Anne-France. Alors justement Patrick, toi qui scrutes le monde des entreprises, des marques, de la consommation, comment traduire cet Ubuntu, ce « je suis parce que nous sommes » dans nos choix, dans les magasins, entre ce que l'on avait imaginé comme envie, comme achat
lorsque nous étions confinés et ce qui se passe vraiment? Qu'observe-t-on sur le terrain des achats? Où vont nos premières dépenses libérées, en quelque sorte? Alors Patrick, on ne t'entend pas, il va falloir juste… Oui, avec le micro d'ailleurs. Dépenses libérées, c'est la bonne question, Cécile. C'est sûr, on est déconfiné, mais déconfiné pourquoi? En fait, on a posé la question il y a quelques jours juste avant. Les consommateurs, ils ont évoqué quoi? Une envie impatiente de pizza, des rêves de moules frites, des plateaux de fruits de mer, de blanquettes. Mais quand on leur demandé un peu plus précisément quel type d'achat vous paraîtrait urgent à l'heure de la libération, ils parlaient de l'achat de vêtements. 25% des gens voulaient acheter des vêtements, mais juste devant le restaurant, à 24%. Et puis de bricolage, très important, le jardinage, les fruits et légumes et le coiffeur. Mais quand on parlait aux femmes, alors là, c'était carrément des vêtements à 33% et le coiffeur montait largement. Quant aux hommes, ils parlaient d'alcool, comme si l'alcool avait été interdit pendant le confinement. En tout cas, les plus jeunes, c'était déjà un peu plus pointu. On parlait de fast-food et de high-tech. Mais si on regarde un petit peu, si on scrute un petit peu ces réflexes de sortie de confinement, qu'est-ce qu'on constate? En fait, ces envies déconfinées, c'est un solide appétit pour des gestes plaisir. En fait, ils ont besoin de gestes qui consolent, qui rassurent, qui réchauffent. Et à ce niveau-là, c'est intéressant d'aller un petit peu plus loin. Ce qui émerge aussi à la sortie de ces semaines, c'est l'envie de se soigner. Soigner soi-même d'abord. Et à l'approche du déconfinement, on a enregistré une augmentation, tenez-vous bien, de près de 40% des réservations des soins de beauté, en tout cas en France. Mais c'est aussi soigner sa vie domestique. Le succès des jardineries réouvertes, le drive des Leroy Merlin de ce monde, l'engouement pour les préparations de pain et autres desserts confirment clairement un retour à l'essentiel. Mais un essentiel que je dirais de qualité. Il est intéressant aussi de voir qu'à l'heure où le pouvoir d'achat est menacé comme jamais, on prévoyait que le bio allait prendre le bord. Pas du tout. C'est exactement le contraire qui s'est manifesté. 26% de nouveaux clients et des achats de produits équitables en progression, tenez-vous bien, de 40%. Clairement, la santé avant tout. Alors, ce retour, je dirais, ce qui est proche, ce qui nous semble un peu plus simple, c'est aussi matérialisé dans des choix de commerce de proximité. Écoutez, en 4 semaines, les hypermarchés au départ avaient eu beaucoup de succès. On se souvient, les gens se sont précipités sur le papier de toilette, etc., etc. Mais en fait, à la sortie, ils ont perdu 3 millions de clients, en tout cas pour la France, ce qui veut dire un petit milliard d'euros évaporés. À l'inverse, les petits, vous savez, les petits commerces de proximité, eh bien, nos petites supérettes de quartier ont cartonné. Les paniers moyens ont monté de 46%, une vraie performance de supermarché. Bon, c'est clair que ce ne sont pas aujourd'hui les mesures et les contraintes de distanciation imposées aux grandes surfaces qui vont inverser cette tendance. Il y a vraiment quelque chose qui se passe là dans le commerce, le local, le commerce de proximité. Et puis, quand on s'intéresse un peu plus au manque ressenti pendant ces semaines d'enfermement, les consommateurs, ils parlent de qui? Ils parlent de la FNAC. Et c'est quoi la FNAC? C'est des livres, c'est de la musique, c'est de la vidéo. Ils parlent de la Poste. La Poste, c'est quoi? C'est de la relation, c'est du contact. Ils parlent d'Air France. Ça, c'est rêver toujours les voyages, se déplacer. Ils parlent aussi de McDonald's. Mais McDonald's, mine de rien, c'est des espaces de rencontre aussi. Bref, ce que je décrypte un petit peu pour l'instant, c'est un énorme, et ça rejoint tout à fait ce que Thierry et Anne-France évoquaient, c'est un énorme besoin de contact, de loisirs, sinon créatifs, de culture, mais de proximité. Quant à savoir maintenant si on va être capable de vivre tout ça avec un masque et toutes les contraintes de distanciation, c'est une bonne question, mais c'est intéressant. Oui, très intéressant. Merci à tous les trois pour ce premier tour d'horizon sur notre première question. Qu'est-ce qui change? Parce que ça change vraiment de semaine en semaine, de jour en jour, et on le ressent. Je n'ai pas vu de questions inscrites dans le chat, mais peut-être que vous en avez, ou vous avez juste envie de nous faire partager ce que vous ressentez dans ce déconfinement. Thierry, oui. Moi, j'ai une question pour Anne-France et pour Patrick. Lorsque vous-même vous sortez, lorsque vous allez faire vos courses, par exemple, est-ce que dans vos déplacements, vous ressentez plus de méfiance ou plus de connivence avec celles et ceux qui vous regardent et que vous croisez? Je laisserai Anne-France prendre la parole. Oui. Anne-France? Alors, je ressens profondément une envie de connivence. Et donc, les regards sont troublés. À la fois, je ne sais pas comment me rapprocher pour te dire bonjour, pour te saluer.
et à la fois j'en ai tellement besoin. Et donc on est de nouveau, on a parlé à l'épisode précédent de ces fameux oxymores. Eh bien j'ai envie peut-être de trouver une oxymore dans nos regards. Nous sommes à la fois dans la méfiance-bienveillance, quelque chose qui finalement va devoir nous habituer à être proches et à distance. Et vraiment, quand je suis sortie, j'ai eu la chance ici de refaire un petit peu de présentiel dans l'animation d'équipe que j'ai le plaisir d'avoir. Eh bien, on lit de vraies émotions dans les regards. Et donc, malgré les masques, il y a de quoi se dire que on reste des êtres humains et ça me touche énormément. En tout cas, c'est une très bonne question. Patrick? Je crois pour ma part, Thierry, qu'en fait, on est dans un mode d'apprentissage. On ne savait pas ce qui allait nous arriver. Et puis là, on nous dit, là, vous pouvez sortir, mais là, vous allez sortir avec un masque. Là, vous pouvez sortir, mais vous allez tenir 2 mètres de distance. Là, vous pouvez sortir, mais ne touchez pas la poignée. Et on doit apprendre. En fait, on est un petit peu maladroit, je crois même très maladroit. Maladroit dans notre capacité à partager, à jouer de ces nouveaux codes. Parce que ce sont des codes quand même d'une grande violence. Je veux dire, par rapport à notre façon de communiquer et rentrer en relation, c'est violent ce qu'on nous demande de faire et on nous demande de le faire en quelques jours. Et pour ma part, très très personnelle, je ne sors pratiquement pas. Donc et le peu de fois que je sors, je me sens extrêmement mal à l'aise, comme si je devais réapprendre à rouler à vélo. C'est très curieux, très curieux. Et j'ai peut-être envie d'ajouter, parce que je l'entendais ce matin au journal, donc en Belgique, les écoles, certaines commencent à réouvrir, enfin c'est toute la polémique. Et la ministre de l'Éducation disait que c'était tellement important de faire rentrer les enfants à l'école pour qu'ils apprennent les gestes barrières, pour qu'ils soient prêts dans la durée, parce que ce confinement va durer. Alors, si vous n'avez pas de questions, de grâce, je vous invite à réfléchir à une chose dans les chats. Essayons ensemble de trouver un autre terme que le mot geste barrière, qui, je trouve, ne peut pas être pédagogiquement audible ni pour nous, ni pour nos enfants. C'est vrai. Okay, on lance le Je sondage. confirme avec mes petits loulous qui sont tellement formatés depuis leur retour à l'école que dès qu'ils sont face à quelqu'un, ils gardent une vraie distance, mais presque à en avoir peur. Et je croisais une maman avec un tout petit enfant, peut-être d'à peine 1 an, qui baisse les yeux depuis le confinement, depuis que les masques sont arrivés et qui ne regarde plus en fait les personnes étrangères dans les yeux. Et c'est un phénomène qu'elle a découvert avec l'arrivée des masques. Thierry, tu voulais peut-être répondre à cette question en la posant. J'avais une autre question, mais on peut la garder pour tout à l'heure, vraiment, sans aucun souci. Oh, c'est bien l'art du suspense, merci. Je vous propose donc, je ne vois pas de commentaires, donc on va continuer notre réflexion collective après ces premiers constats, riches de l'analyse de ce qui change, ce qui se passe dans ce début de déconfinement. Eh bien, on va creuser quel peut en être le sens. Plus d'école ou pas comme avant, plus de vacances programmées, peut-être que ça va pouvoir recommencer. On a beau se réjouir du changement, du déconfinement, l'horizon ne se dessine plus vraiment. Nous avons beau connaître les bienfaits du fameux ici et maintenant, il est bien difficile de ne plus pouvoir se projeter dans une fête de famille, un concert ou quelques jours d'évasion à l'étranger. Comment trouver, retrouver ou maintenir la joie et le plaisir, Anne-France, puisque c'est un sujet qui te tient à cœur? Oui, voilà. Et je vous assure que d'être ressortie, il y a de tout, mais j'en ai quand même retrouvé de la joie et donc c'est ça qui me fait plaisir. Parce que l'ici et maintenant, Cécile, c'est vrai, l'ici et maintenant a un goût amer. Voilà, cette histoire d'école, les enfants tournent en rond en fait parce qu'il n'y a pas vraiment de direction à suivre. Et puis continuer à ouvrir des cahiers, comment leur donner du sens? Alors, la destination de vacances, si ce n'est dans nos frontières, il n'y en a presque pas d'autres. Il n'y a donc pas à chercher où aller, ça n'a plus aucun sens. Si pour certains, en fait, les vacances sont même encore envisageables, parce que d'autres ne peuvent plus penser au repos, ils sont licenciés ou en faillite. Donc, un déconfinement aussi avec 4 personnes. Quel sens donner à nos choix? Sans plus de gagne-pain, sans soirée entre amis, sans festival, sans voyager.
finalement, quel sens donner à cet été qui arrive? Si ce n'est peut-être d'en changer l'orthographe pour que le A remplace le E, ce sera 100. En plus de ça, quelle catastrophe pour tant de métiers du voyage, de la culture, des festivités. Alors, comment est-ce que le tourisme va retrouver son sens? Les espaces hôteliers, les plages ensoleillées, la santé morale, financière, tout fait du surplace. Dans quel sens est-ce que les plaisirs de vacances, de la détente, du repos, de la découverte vont-ils repartir? Quand? Comment? Avec qui? Tous ces bonheurs perdus, alors qu'après ces semaines incessantes d'angoisse, d'épuisement, de lassitude, vivre une plage de calme serait tellement indispensable. L'environnement local, oui, va reprendre du sens, mais ça dépend pour qui. Certains vont se réjouir de découvrir leur région, leur pays, alors que pour d'autres, le tourisme international est leur santé financière. Les états d'esprit, en fait, sont tous fractionnés, on le disait en faisant notre petite question-réponse dans les regards. Les états d'esprit aussi, les émotions sont fractionnées. De l'angoisse des métiers à l'arrêt, voire disparu, à la colère de certains qui sont priorisés, à l'épuisement de parents qui donnent en fait et qui doivent se déguiser en moniteurs de camp de vacances, aux jeunes mariés dont on coupe la magie du voyage de noces, aux étudiants qui sont frustrés parce qu'on les coupe des échanges d'Erasmus, à des jeunes grands-pères qui ne peuvent pas retourner au Canada, voir leur petit-fils qui vient de découvrir la vie. En fait, voilà, il en faut des tonnes de lâcher-prise, d'acceptation, de volonté. On ne voit plus l'horizon ni la ligne de départ. Alors, le seul sens vers lequel aller, c'est devant. Redonnons du sens, peut-être à nos petits pas, pour garder le plaisir de célébrer des étapes. Chacune d'elles est à savourer. La fin d'une session d'examen virtuel pour des étudiants, une retrouvaille familiale, une occupation, peut-être chez vous, qui se transforme en hobby. Il n'y a plus de réel. On est comme dans un conte. Alors, on en a tous été bercés des contes et on en a tous raconté. Donc, vous savez sûrement que le déroulé d'un conte, il y a 5 étapes. Il y a eu la situation initiale. C'est le début du récit. On présente le héros ou l'héroïne et oui, ça sera chacun et c'est chacun de nous dans l'histoire. La deuxième étape, c'est l'élément perturbateur. Waouh, un virus coupe la nature affective dans tous les gestes des habitants du monde. Alors après la troisième étape, les péripéties, les obstacles, il y en a partout dans l'air. Je ne sais plus qui sont les gentils, qui sont les méchants. C'est effrayant, c'est empoisonnant. Et puis le dénouement, ça c'est la quatrième étape. On tâtonne, la science cherche, on expérimente le déconfinement. Mais nous savons tous que dans chaque conte, l'issue est belle et elle est magique. Nous sommes à la quatrième étape, celle du dénouement. Alors, on avance, on s'accroche, un jour viendra. Donc, pour cet été, mettons dans nos bagages notre optimisme, notre imagination, notre confiance, notre patience, notre entraide. Parce que pour une fois, ne limitons pas le poids de nos bagages. Ils nous feront voyager dans des tonnes de sagesse. Waouh, merci beaucoup Anne-France et merci pour toutes les propositions très créatives de moyens et de synonymes pour gommer les gestes barrières. On y reviendra après. Je vous propose de continuer pour s'intéresser à ce que doit être peut-être le compte CONTE des entreprises, des marques pour résister, pour entretenir une relation client, là où bon nombre des plaisirs du shopping ont plutôt disparu. Patrick, est-ce qu'il faut imaginer un retour à autre chose, peut-être plus d'humilité? C'est clair que j'aime l'optimisme de Anne-France de pouvoir s'épanouir à travers tout ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est sûr que tout le monde aspirait à ce déconfinement sans trop savoir comment appréhender le comment de ce nouveau quotidien, parce qu'on est quand même encore un peu menacé par éventuellement une deuxième vague. Puis là, ça y est, on est masqué, on est inquiet quand même. Bruno Latour, il disait quelque chose que je trouve quand même assez extraordinaire pour expliquer dans quel état nous sommes. Enfin, dans quel nous sommes d'habitude.
nous restons, il disait, des babouins, nous avons besoin de nous toucher, de nous épouiller. Ben là, je veux dire, c'est un peu râpé là pour l'instant. Mais surtout, ce qui me frappe au niveau de la consommation et de notre capacité dans le monde des entreprises à rebondir, c'est qu'en fait, cette distance imposée frappe de plein fouet un paradigme fondamental qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience client. Depuis de nombreuses années, les entreprises travaillent leur relation client. C'est quoi? C'est développer des stratégies pour créer du lien, de la proximité. Puis là, la crise sanitaire nous dit de prendre nos distances. Exactement le contraire. Il faut que les commerces filtrent les entrées de clients, il faut flécher les parcours, il faut imposer le touch and take, donc tu touches, tu prends. Bref, l'exact contraire du plaisir shopping. Alors, pas de doute, il va falloir que les masques des entreprises et des commerces prennent la parole et deviennent peut-être eux-mêmes, d'ailleurs, des plateformes de communication, histoire de désamorcer cette privation sensorielle imposée. Pour pallier à cette frustration de virée consommatrice, on voit déjà aussi émerger d'autres hypothèses. Le e-commerce, le e-shopping en bande. On achète beaucoup plus facilement en bande, ça c'est bien connu. Et en Chine, on a vu exploser ce qu'on appelle le shopping squad, une nouvelle consommation qui risque de connaître d'ailleurs, à mon sens, un joli succès, en tout cas à la sortie de la crise, particulièrement pour les jeunes. On a vu les Zoom apéro. Maintenant, on voit les Netflix parties qui démentiront certainement pas cette envie de consommation canapé. Bref, ce sont des gros défis pour le commerce physique comme pour les spectacles. Le monde du spectacle n'échappe pas assez. Et d'ailleurs, il y a déjà des expériences assez intéressantes. En Finlande, ils ont été capables d'organiser un concert virtuel géant avec 150 000 personnes. Alors, se pose une question, je dirais, quasi existentielle pour les entreprises. Quel lien recréer? Quelle rencontre réinventer? En fait, j'évoquais précédemment le besoin pour les entreprises de donner toujours plus de sens à leur positionnement, ce qu'on appelle en anglais le purpose. Penser plus planète, vivre ensemble, solidarité, corona, j'appellerais ça. Mais j'ai comme un doute, je ne vous cache pas, actuellement sur cette approche. Les citoyens consommateurs, ils vivent, à mon sens, tellement d'incertitudes qu'ils ont sans doute, pour le moment, peut-être plus besoin de réconfort, de proximité utile, d'un quotidien facilité. Je pense que le piège pour les entreprises, pour les marques, ce serait de peut-être planer un peu trop haut, d'être un peu trop brand-centric, c'est-à-dire centré sur leur vision de la marque et pas assez centré sur c'est quoi le quotidien de leurs clients, des consommateurs aujourd'hui. Bref, un risque d'être trop narcissique et pas assez complice des clients. Et là, ça rejoint tout à fait ton point, Cécile, c'est l'humilité. Encore de l'humilité. Bref, un grand défi culturel, à mon sens, pour l'entreprise qui est habituée, comme on le sait depuis toujours, à bomber le torse. Ben là, il va falloir qu'elle se calme un petit peu. Elle n'est pas la seule. À côté de ce défi, en marge de cette incertitude qui nous entoure et puis qui peut encore angoisser, il y a, Thierry, de vraies bonnes raisons de se réjouir, d'après toi, de vraies bonnes nouvelles, nées justement parce que la difficulté existe et tend à persister. Est-ce que tu peux nous donner une bouffée de bonnes nouvelles? Oui, quand on regarde la situation, d'abord, si on se laisse aller, on a de violentes raisons de se plaindre. Ça ne va pas comme on veut. Voilà, c'est pas comme ça qu'on veut vivre. Et puis même quand ça ne va pas, même quand ça va, pardon, même si on est un petit peu de mauvaise foi, ben on se dit que ça n'ira pas mieux et donc on peut bouder. Voilà, on peut devenir Calimero. Une coquille, le monde est trop injuste, ou bien alors vous êtes Kill Bill, l'héroïne des frères Tarantino, c'est l'exact opposé, c'est une épée, le monde est quand même trop injuste aussi, et ça va chier. Pardon pour le mot, mais c'est un petit peu ça quand même qui se passe dans le film. Chacun peut aussi travailler à un nouvel équilibre. Ça prend du temps, il faut être un tout petit peu plus courageux. C'est une fleur qui a d'abord été un bouton, c'est un chêne qui a d'abord été un gland. Tous les deux font partie de la poésie du monde, mais il faut savoir attendre, il faut savoir travailler, il faut savoir les regarder pousser. Ça, c'est vraiment différent, évidemment, dans l'attitude de chacune et de chacun. Eh bien, je vous propose une petite balade dans un champ de fleurs, le champ du coronavirus. Est-ce un champ désert? Pas du tout. Il y a des fleurs qui poussent dans ce champ-là. Et ça, ce sont de bonnes nouvelles. Il suffit d'aller les chercher. Il suffit de les cueillir. Il suffit simplement de les feuilleter. Quelques bonnes nouvelles. Dans l'Hérault, une start-up
conçoit en un temps record le meilleur test sérologique au monde. C'est celui qui nous permet aujourd'hui de savoir si on a été en contact avec le Covid-19. Système D, c'est une web-série. Franchement, allez au moins voir un épisode. Une web-série qui rend hommage aux professeurs parce que eux aussi sont tombés dans le grand bain de YouTube, de Zoom, de Teams, de WhatsApp, d'Instagram, etc. Et ils ont appris à bricoler, puis bâti leur enseignement à distance avec ces nouveaux outils, et ça marche. Eh bien, Système D leur rend tout simplement hommage. Il rend hommage à ces pionniers de l'éducation nationale à distance. Dans l'Isère, l'entreprise Serge Ferrari met au point une toile contenant des particules qui tuent le Covid-19. En un quart d'heure, 95% du virus est éliminé. Alors, que va-t-on faire avec cette toile? On pourrait faire des masques, par exemple. On pourrait aussi recouvrir les chaises d'écoliers, les chaises de bureau, les poignées de porte. Ça, ce serait intéressant. À Bordeaux, la célèbre place des Quinconces s'est transformée il y a une dizaine de jours en drive-in, c'est-à-dire un cinéma en plein air où vous arrivez avec votre voiture. Vous restez dans votre voiture. Il y avait à peu près 200 véhicules à la première étape du drive-in festival à Bordeaux. Et puis, il y a aussi une plateforme pour offrir sa résidence secondaire aux soignants le temps d'un week-end, etc., etc. Il n'y a même pas à chercher. Une partie du petit monde quotidien bouge bien, une autre bouge moins. Question, de quelle partie voulez-vous faire partie? Nous avons le choix, pleurer ou agir, se plaindre ou bouger, voir le monde par le mauvais bout du collecteur municipal, ou bien alors observer les mains tendues, les idées neuves, les initiatives rafraîchissantes. Finalement, je dirais ceci, souriez, c'est sur nous que ça tombe. C'est comme une invitation. Alors là, merci Thierry. C'était juste ça que j'espérais. Alors, on va faire un petit point. On va revenir dans le fil des conversations pour donner la parole à Valérie qui nous écrit. Pour ma part, quand on parlait notamment des regards et du fait que les masques pouvaient créer une distance, croiser le regard d'une personne étrangère avec le masque est un peu comme la rencontre pendant une retraite de silence. Les yeux peuvent être accueillants et c'est reposant d'être sans parler, ce qui est plus souvent le cas avec le masque. Effectivement, c'est intéressant de voir les choses avec cette partie silencieuse. Et puis, pour répondre à la question de Patrick, à savoir comment on pourrait remplacer ce mot geste barrière, pour répondre aussi à Anne-France qui a lancé ce défi, nous avons eu geste de considération sociale. Aurélie nous propose mon espace de liberté. Marie, geste protecteur à la place de geste barrière. Thierry, surenchérit avec geste sanitaire, une autre proposition. Et Patrick, geste solidaire. Voilà, donc beaucoup de propositions intéressantes et alternatives aux barrières qui ne sont pas finalement hyper engageantes. Avez-vous, alors Patrick, tu souhaitais tout à l'heure nous faire partager quelque chose. En fait, ce qui me frappe dans cette période bien bizarre, c'est, et je le vois différemment depuis le Canada versus la France, par exemple, et la Belgique aussi, c'est que l'humeur est très, très différente. Je regardais un sondage qui est sorti hier ou avant-hier. En France, on est extrêmement pessimiste et inquiet. On a un doute majeur sur la capacité de l'État à s'en sortir. D'ailleurs, je crois que c'est la pire statistique, c'est la France, c'est 30% seulement, alors qu'au Canada, 72 ou 78% des Canadiens sont confiants que ça va aller mieux et que l'État est en contrôle. Donc, on a des perceptions comme ça sur la planète qui sont dans le contexte exactement identique. Et il faut savoir même qu'au Québec, les statistiques sont assez dramatiques au niveau du nombre de morts par million d'habitants, versus, par exemple, la statistique française. Eh bien, la façon avec laquelle la société aborde ces défis est extrêmement différente au niveau du moral. Et je me dis, tiens, c'est une crise planétaire, mais on n'est vraiment pas égaux dans notre façon de réagir. C'est pour ça que je suis assez content de voir ce soir qu'on a des gens de l'île Maurice, des gens du Québec et de Belgique, entre autres, avec nous. Et c'est ça que je trouve troublant.
c'est que la planète reste quand même très, très dispersée en termes d'humeur. Et donc, moi-même qui ai vécu en Belgique, au Canada et en France, je préférais être au Canada aujourd'hui parce qu'en France, on est un petit peu tristoun. Bah, sauf ici ce soir dans cet épisode d'un virus et des hommes, évidemment. Là, on n'est pas tristounais. Merci Patrick. Je rebondis volontairement puisque je l'ai un peu évoqué en introduction, mais je trouve cette question d'urbain très intéressante. Il y a une fracture dont on parle peu aujourd'hui, c'est celle qui existe entre les personnes qui ont été confinées, celles qui ne l'ont pas été. Et effectivement, personne n'a vécu les choses de la même façon. Comme une temporalité différente, nous dit-il, qui induit aussi des comportements différents et parfois des incompréhensions entre ce que l'on vit, ceux qui ont travaillé énormément, ceux qui auraient aimé travailler. Et donc, voilà, quel regard nous demande Urbain, vous portez sur ça, Thierry? C'est un vrai souci. Il faut ajouter d'ailleurs, il y a une troisième catégorie, c'est ceux qui étaient au chômage partiel. Donc c'est comme si vous êtes sur le banc de touche. Et sur le banc de touche, vous ne jouez pas, vous n'êtes pas sur le terrain. Et ces trois parties-là d'une même entreprise, à un moment donné, reviennent au cœur de l'actualité de l'entreprise. Effectivement, les états d'esprit ne sont pas du tout les mêmes. Ceux qui étaient sur le terrain pendant le confinement se sont dit, nous on bosse. Ils n'ont pas pensé à ceux qui télétravaillaient, qui bossaient aussi. Et ils n'ont pas pensé à ceux qui étaient sur le banc de touche. Ce sont des compétences dont l'entreprise aura besoin et qu'il faut valoriser, dont il faut valoriser les tâches, absolument, de façon à ce que la motivation soit toujours là. Comment fait un coach lorsque il dit à un joueur, toi tu vas rester la saison entière sur le banc de touche. Il ne va pas bouger avec le ballon, mais sa compétence est nécessaire pour que l'équipe puisse être au complet. Donc ça, c'est vraiment de l'ordre pour moi du chef d'entreprise. Ça se résume en un seul mot, c'est fédérer. Et comment fédère-t-on? À mon avis, on fédère avec de l'inchangé. Quelle que soit l'équipe, quel que soit le moment, qu'est-ce qui ne change pas dans l'entreprise et qui va justifier ces trois équipes-là? En réalité, ce qui ne change pas dans l'entreprise et ce qui a motivé l'ensemble de ces opérations-là, c'était d'abord une chose, c'était de préserver la vie. Et l'entreprise avait besoin, pour préserver la vie de ses collaborateurs, que certains d'ailleurs soient chez eux, que d'autres soient encore sur site, pour préserver la vie de l'entreprise elle-même, ça s'appelle la pérennité. Et l'équipe qui était sur le banc de touche, pareillement, cela allégeait un certain nombre de charges. Au moment où tout le monde revient, c'est cet inchangé-là qui va permettre à chacun de repartir. Et j'ajoute, l'inchangé, c'est aussi la raison d'être. C'est pourquoi l'entreprise est-elle là, même s'il y a une organisation différente. Ici, c'est un pas à pas dans les états d'âme et les états d'esprit. Cela prend du temps, mais c'est à mon avis avec de l'inchangé que l'on va fédérer. C'est joli ce que tu nous écris, Anne-France, tant d'état d'esprit que de réalité à soigner. Mais oui, je pense, et je rebondis vraiment, et je m'aligne avec Thierry sur ce mot de motivation, parce que, alors je ne sais pas les statistiques aujourd'hui, confinement, mais je les cite souvent. Avant le confinement, 65% des burn-out, 65% des burn-out ne sont pas dus à des épuisements, mais sont dus à des mauvaises qualités relationnelles. Parce qu'on ne se connaît pas, on ne se comprend plus. Et donc, les relations qui vont devoir être réinventées aujourd'hui, on va devoir vraiment les soigner. Parce que se comprendre à distance, se comprendre en présentiel, se comprendre en étant sur le banc, ce sont des vrais enjeux managériaux, ce sont des vrais enjeux pour tous les leaders que nous sommes. Et donc, il y a aussi un peu de tendance parce qu'il y a eu probablement des burn-out amplifiés pendant le confinement, puisque des gens sur le pont qui n'ont pas eu le temps de répit, comme je le disais tout à l'heure. Et il y a eu aussi cette nouvelle maladie du siècle qu'on appelle bore-out, qui est « je m'ennuie, à quoi suis-je encore utile ?» Et donc, je pense aussi que dans notre manière d'emmener les équipes avec nous et même d'emmener nos familles, nos amis, tout notre entourage, on va devoir danser sur deux choses. Redonner de l'utilité à celui qui est sur le banc et redonner du repos à celui qui en a trop fait.
Et tout ça, ça va être un jeu d'équilibriste dont il va vraiment falloir être attentif, je pense. Un jeu d'équilibriste, savoir écouter, écouter encore, comme le dit Thierry en réponse à Aurélie, et donc se parler. Et c'est justement ce que nous faisons ce soir. Je vous propose qu'on poursuive de façon aussi à tenir notre timing, puisque ça fait partie de nos fondamentaux. Alors demain, si on essaye de se projeter un peu plus loin, les pensées seraient-elles un peu à la traîne derrière les mots? Est-ce qu'on n'aurait pas tendance à nous bercer nous-mêmes de douces illusions sur un monde d'après qu'on a imaginé ou espéré meilleur, nettoyé ou du moins allégé de tout ce qui pouvait peser avant? Pour Patrick, rien n'est moins sûr apparemment. Je dirais, Cécile, que depuis 3 mois s'imposent toujours plus des propos sur le monde d'avant et puis des hypothèses sur le monde d'après. Moi, je pense qu'on devrait peut-être parler du monde d'avec. Parce qu'en fait, les inflexions en marketing, les marques engagées, les ruées sur des marques plus ou moins vertueuses, ne sont pas à sous-estimer, c'est clair. Mais la nature humaine est ce qu'elle est. Elle est complexe, elle est souvent paradoxale et je dirais que pour l'instant, elle est même un peu schizophrène. Le dire ne rencontre pas souvent le faire. Et les entreprises, malheureusement, n'échappent pas à ce portrait un petit peu ambigu. Écoutez, une étude encore qui sortait tout récemment disait que 82% des Français déclarent vouloir privilégier une consommation citoyenne. Alors, on est content. Et quand on leur demande au niveau de la mise en action, 41% disent je vais sans doute la mettre en pratique. Et puis, entre nous, ce ne sont pas les likes de Facebook qui devraient nous aveugler là-dessus. Cela dit, la bataille de cet après-confinement est engagée entre, j'appellerais ça le dire vertueux et le faire réaliste. Alors, pour être un petit peu plus concret, les pistes ne manquent pas pour les entreprises pour affronter ce défi, mais il faudrait peut-être l'aborder de manière un peu plus nuancée. Parce qu'en fait, il y en a qui plongent pour dire qu'on va privilégier complètement la responsabilité sociale versus un discours vert, radical, mais peu crédible. Il y en a d'autres qui vont dire qu'elles vont assumer un positionnement engagé et vérifiable, versus un discours imprégné de sens un peu trop idéaliste. Donc, on est un petit peu sur cette balance. On a envie d'aller à fond dans la vertu, mais est-ce qu'on est capable de l'assumer de manière crédible? On parle beaucoup depuis le début de la crise de la nécessité pour l'entreprise de quelque part de retravailler sa raison d'être, de profiter de ce choc planétaire pour déployer quelque part une nouvelle légitimité avec les clients. Et là, à mon sens, se pose un défi existentiel, un autre défi existentiel qui est vivre cette délicate tension entre une sincère volonté d'engagement responsable de la part de l'entreprise et une offre produit qui n'est pas nécessairement à la hauteur du moment présent. Écoutez, on l'a vécu il y a quelques jours. Pour illustrer cette tension fondamentalement innovatrice, prenons Danone. C'est quand même une marque mondiale. Cette marque s'engage au nom d'une signature qui est One Planet, One Health. Une planète, une santé. Mais en même temps, annonce vouloir se battre pour une meilleure distribution de la valeur, pour une agriculture durable, pour des emballages biodégradables, etc. Mais c'est dur, parce qu'une entreprise aussi monstrueuse que ça, faire tout ça en quelques jours, en quelques mois, même quelques années, c'est très difficile. Alors, je suis certain, je veux dire, on va tomber sur des quidams qui auront envie de tirer sur ces marques qui essayent de se dépatouiller. Mais je crois pour ma part, et ça c'est peut-être un peu plus éditorial à mon niveau, je crois que mon part, ce serait bien d'encourager ces entreprises. Parce qu'en fait, si on veut voir réussir ces options-là, ce n'est pas en tirant dedans. Ça implique de notre part une certaine maturité collective, faite de pas mal, à mon avis, faite de patience, mais aussi d'une pincée de confiance. Et là, le mot est lâché, sommes-nous prêts à faire confiance? En fait, le vrai enjeu, à mon sens, de cette temps mouvementé dans cette société de consommation très inquiète et très centrée sur le court terme, c'est de voir un petit peu comment l'entreprise peut se réinscrire dans le temps long. Ce temps qui, en fait, objectivement, c'est le seul temps qui est riche et qui permet de créer une réelle adhésion par rapport à un projet de société. Et quelque part derrière l'adhésion, un vrai désir. Alors, créer du désir au-delà du superficiel pour créer, pourquoi pas, une autre croissance plus respectueuse du vivant, de l'humanité, le défi est monstrueux et personnellement, à l'heure où on se parle, je ne vois pas encore comment on va y arriver. Mais disons que faisons confiance, on a encore quelques mois de déconfinement devant nous et de crise certainement devant nous. Donc, du temps pour créer, pourquoi pas une autre croissance plus respectueuse, une nouvelle croissance où le bonheur pourrait bien se trouver dans le pré, ou en tout cas, pas très loin du pré, si on en croit l'analyse de Thierry.
En tous les cas, avant le virus, souvenez-vous, il y avait la fracture ville-campagne et elle s'agrandissait. On ne l'avait pas formulé comme cela. On avait dit, il faut une solidarité entre les territoires, il faut éviter la désertification de nos campagnes, et que de reportages, que d'articles nous avons lus, nous avons vus sur la fermeture du dernier bureau de poste dans tel village ou bien sur la mort de tel ou tel hameau. Avec le déconfinement, les perspectives changent. Le télétravail, c'est un peu le syndrome de l'escargot. On a son bureau sur le dos. Et où que l'on aille. Question, pourquoi donc ne pas s'installer à la campagne? Et revient le rêve de la petite maison dans la prairie. C'est ce qui est peut-être en train de se passer. La semaine dernière, à 50 km de Paris, du côté de Fontainebleau seulement, tous les gîtes, toutes les chambres d'hôtes en forêt ou en bordure de forêt étaient réservées. S'il y en avait eu 3 fois plus, toutes auraient été occupées. L'immobilier repart, mais il repart là où on ne l'attendait pas. Le Parisien, quand je dis le Parisien, je ne veux pas généraliser, plusieurs centaines de Parisiens quand même ne veulent plus nécessairement partir à Bordeaux. Mais ce qu'ils veulent, c'est, ils ne veulent pas troquer en tous les cas une grande ville contre une grande ville. Le citoyen des villes se rêve désormais citoyen des champs. Il partirait bien vers des confins de territoire, là où l'immobilier n'est pas cher, où la verdure pousse sur le seuil des maisons, et surtout à une condition. Il faut quand même qu'il y ait un Wi-Fi, et un Wi-Fi stable, si possible la fibre, avec de gros tuyaux numériques. Avec ça, ça marcherait. Donc, le déconfinement ouvre des choix de vie nouveaux. Pourquoi ne pas garder son emploi, partir en famille dans le Gers, ou bien du côté de Cholet, ou bien dans la banlieue bruxelloise, enfin où vous voulez, mais là où il y a de la forêt de l'autre côté de la porte, le déconfinement a fait émerger un modèle de vie que l'on peut exporter. Vivre là où vous voulez, avec qui vous voulez, dans la nature que vous voulez, mais avec la connexion autour du cou, c'est la seule chaîne encore visible qui vous attache au reste du monde. Cette lente transhumance, car ça va être très très lent, viderait peut-être les villes de quelques pourcents de leurs habitants. Et cela redonnerait de l'aisance au déplacement, de la densité aux campagnes, une réflexion encore. La première puis la deuxième révolution industrielle ont siphonné les campagnes. Les villes se sont d'abord peuplées, puis elles se sont surpeuplées. Eh bien, il est possible que cette troisième révolution industrielle, celle du numérique et de l'intelligence artificielle, rééquilibre un peu les choses. On nous avait dit, dans 50 ans, 80% de l'humanité vivra dans les villes. Peut-être est-on parti pour autre chose. Des femmes et des hommes plus apaisés, des déplacements un peu plus rares, des villes plus humaines, des campagnes moins désertes, un nouvel équilibre qui serait accéléré par le virus. Finalement, il suffisait de très peu. Merci Thierry, beaucoup de succès pour le monde d'Avec. Bravo Patrick. Alors finalement, sommes-nous dans le rêve ou dans la réalité, dans un cauchemar ou dans une belle utopie à incarner? Et si on saisissait simplement l'occasion pour trouver dans cette perte de repères nos nouvelles balises pour avancer, Anne-France, avec le sourire. Avec le micro aussi. Parce que c'est toujours plus efficace. On l'a dit. Donc, vivre avec. Alors, demain, avec un virus, on l'a évoqué tout à l'heure, est-ce que c'est demain un nouveau jour ou une nouvelle nuit? Certains, effectivement, pour certains, le déconfinement, c'est une nuit sombre et froide. Ça s'appelle, alors pas le syndrome de l'escargot avec son bureau sur le dos, mais ça s'appelle réellement le syndrome de la cabane. Le syndrome de la cabane, c'est la peur de sortir de son lieu d'enfermement, la peur de se déconfiner, de se confronter au monde extérieur. Pour certains, on était si bien. Et ce syndrome, en fait, n'est pas nouveau. Il a été théorisé, il est né, il a été théorisé au XXe siècle, après la ruée vers l'or en Californie. À cette époque, des hommes partaient plusieurs mois chercher les précieuses pépites. Ils dormaient dans des petites cabanes de fortune, complètement isolées de la civilisation. Et quand ils devaient rentrer, à leur retour, ils éprouvaient une certaine méfiance à l'égard des gens qui les entouraient. Une peur de la vie sociale, une nostalgie de la vie recluse. Donc ce syndrome de la cabane, il est réel aujourd'hui. Dans le déconfinement, on parlait des statistiques françaises en disant qu'on est dans la crainte, on est dans
dans l'angoisse de voir comment ça va se passer, réellement, ça peut être une vraie source anxiogène. Alors moi, vous savez, je suis optimiste, mais j'ai envie aussi de vous inviter à appréhender notre demain, comme disait Thierry, avec le choix d'une belle lumière du jour. Pour sortir de notre syndrome, il nous faut une énergie nouvelle. On est décoiffé, secoué, profondément bousculé, tout ça on l'a dit. Alors il faut que cette épreuve nous fasse passer du réveil à l'éveil. Le monde renaît sans cesse. Et finalement, est-ce que ce ne serait pas pour cela qu'on est au monde? Pour inventer la vie? On ne peut pas survivre sans s'inventer. Alors on va inventer des repères pour ne pas se laisser aspirer. Un temps pour tout, un temps pour chaque chose. Ce sont des ajustements à créer dans toute la cellule familiale et professionnelle. C'est à nouveau là que notre qualité d'écoute, dont on parle à chaque fois, doit être au premier rang. Qui a besoin de quoi et quand? On va aussi inventer l'emploi des activités pour créer des nouveaux métiers, on les a évoqués, pour rebondir sur des besoins qui émergent dans différents secteurs, comme les exemples cités par Thierry notamment. Mettons nos casquettes d'entrepreneurs pour, avec audace, lancer des projets en symbiose avec la nature, l'environnement, la mobilité, le retour d'un besoin de simplicité, une consommation plus juste, nous a expliqué Patrick. Alors observons avec un regard d'anthropologue les nouveaux secteurs qui vont prendre de l'essor. Où sont les interstices, les niches pour combler des nouveaux besoins? Nouveau monde rime avec nouvelles attentes, bio, circulaire, durable. La voie est ouverte aux créatifs, aux audacieux, aux veilleurs de vecteurs. Devenons les bonnes personnes au bon endroit. Parlons avec les gens pour entendre leurs désirs, les craintes les plus immédiates du quotidien et inventons. Apprenons aussi à nous former aux nouvelles inventions, aux nouvelles consommations. L'apprentissage, je pense, doit aussi s'inviter dans notre quotidien. On est confronté à devoir expérimenter, à avancer par essai-erreur dans cette étape où le dénouement, la quatrième de mon compte, est à trouver. Alors, donnez-moi la force de changer ce que je peux, le courage d'accepter ce que je ne peux pas, la sagesse d'en connaître la différence. Je vous lance cette invitation. Chaque jour, notez 5 besoins que vous avez entendus et 2 de vos talents qui pourraient y répondre. Inventer. Un grand merci Anne-France et merci à tous les trois. Alors, une mention spéciale pour Bénédicte qui a proposé geste de courtoisie. Magnifique. Donc, merci beaucoup Bénédicte. Oui, et je pense qu'on est plusieurs à le penser. Un petit message de partage de Catherine qui nous dit que le syndrome, donc je suppose qu'on parle du syndrome de la cabane, change aussi d'une culture à l'autre et qu'elle vit au Mexique où les gens ne respectent pas toujours le confinement pour différentes raisons. En l'occurrence, suite à la question de Patrick, la réponse est plutôt la précarité. Les gens sortent parce qu'ils ont besoin de travailler. Donc effectivement, on imagine bien que les réalités sont différentes et que nous, on parle depuis la nôtre, celle que l'on connaît, en tout cas le mieux. Je vous propose, il est 23, donc sauf s'il y avait une question. Alors, il y a quand même une remarque que je propose de partager. Avec le port des masques, nous ne voyons plus que les yeux. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Comment nous assurer de nourrir l'âme en cette période complexe? Elle est bien cette question. Je vous assure que devant une boîte de petits pois, le regard avec un masque est vide. Je vous assure. Il y a des moments où on a beau me dire que c'est le reflet de l'âme, j'y vois surtout du bon duel, quoi, en reflet. Alors, s'ils sont frais, fraîchement écossais, là, il peut y avoir un petit pétiment quand même, si je peux me permettre, Thierry, devant des petits pois frais. Bon, il est 24 et comme vous le savez, nous avons l'habitude c'est une tradition de cette émission, eh bien, de donner une carte blanche à nos 3 experts pour conclure nos échanges et en l'occurrence ce 4e épisode d'Un virus et des hommes avec une réflexion, un partage qui peut être quelque chose qu'ils ont lu ou une lecture, en tout cas une confidence de conclusion. Et on va commencer avec Patrick.
Je vais rebondir sur Urbain qui faisait une petite allusion tout à l'heure à l'histoire et en effet l'inspiration d'histoire. Et là, je vais plonger. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un certain Harry Hopkins. Cet homme, en fait, prend la tête en 1935 du WPA, Works Progress Administration, aux États-Unis. On est donc en pleine crise de la Grande Dépression. En fait, c'est un proche collaborateur du président Roosevelt et un ami personnel à l'époque de l'épouse de Eleanor Roosevelt. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Hopkins considère que les arts peuvent avoir un effet de levier fondamental en période de crise. Il considère qu'au-delà des emplois qu'il faut retrouver au niveau du travail, au niveau de l'activité de reconstruction, les emplois culturels en masse, les artistes vont pouvoir contribuer à redonner le moral aux Américains. La culture peut rassurer les citoyens, dit-il, peut permettre de retrouver une unité. En gros, la culture peut redonner vie à la démocratie américaine. Imaginez, en quelques mois, 7000 écrivains, des milliers de peintres, de sculpteurs, de photographes, près de 16 000 musiciens, des milliers d'artisans de théâtre sont engagés pour créer du théâtre, des pièces de danse, des spectacles de jazz, etc., etc. Entre 1935 et 1939, on estime à près de 25 millions d'Américains qui auraient assisté à ces fameux spectacles. Il faut savoir qu'à l'époque, on n'a pas une population de 300 millions. Aujourd'hui, si les États-Unis comptent 2300 théâtres, 700 musées, 350 salles de concert sur leur campus universitaire, ben c'est grâce à la First Lady de l'époque et à M. Hopkins. Donc la question que j'ai envie de lancer à nos autorités et à l'État et à nos ministres, est-ce qu'il y a des Madame Roosevelt et des Monsieur Hopkins qui traînent au XXIe siècle? Ça m'intéresserait beaucoup. Alors, on n'a pas forcément ces personnes-là, mais on a Anne-France Véry et Thierry Wathelet, et ça, c'est quand même déjà très, très rassurant. Et justement, on va écouter Anne-France maintenant. Oui, mais moi, voilà, je vous offre des mots de Khalil Gibran. On dit qu'avant d'entrer dans la mer, une rivière tremble de peur. Elle regarde en arrière le chemin qu'elle a parcouru depuis le sommet des montagnes, la longue route sinueuse qui traverse des forêts et des villages, et voit devant elle un océan si vaste qui, pénétré, ne paraît rien d'autre que de devoir disparaître à jamais. Cependant, il n'y aura pas d'autre moyen. La rivière ne peut pas revenir en arrière. Personne ne peut revenir en arrière. Avoir le choix de revenir en arrière, ce n'est pas possible dans l'existence. La rivière a besoin de prendre le risque d'entrer dans l'océan. Ce n'est qu'en entrant dans l'océan que la peur disparaîtra, parce que c'est alors seulement que la rivière saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir océan. Alors, nous sommes emportés, chamboulés par le flux bouleversant. Notre destin nous appelle à... Merci Anne-France. Nous allons devenir océan en plongeant, pour terminer, dans les mots de Thierry. Alors Anne-France, dans son avant-dernière intervention, a parlé de s'inventer. Il faut absolument inventer à nouveau, dit-elle. Et pour inventer, il faut une liberté de penser. Beaucoup de grands esprits l'ont servi, à commencer par l'un de mes héros, Alexis de Tocqueville. Eh bien, voici une toute petite phrase que j'aimerais partager avec vous. C'est une petite phrase qui fait un croche-pied aux robots, aux algorithmes. Vous savez, ces robots qui vous servent et qui vous recommandent ce que vous aimez déjà. Vous aimez le jazz, alors ils vont vous proposer du jazz. Vous aimez le rock, ils vont vous proposer du rock. Vous aimez les jupes courtes, ils vont vous proposer des jupes courtes, etc., etc. Sous-entendu, ce que tu as été, tu vas le rester. Ce que tu penses, tu vas continuer à le penser. Ce sont des algorithmes qui nous conduisent vers la mort. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'invention, il n'y a plus de confrontation à de l'évolution, à du changement, à des choses nouvelles qui ne font pas partie de notre état d'esprit, mais grâce auxquelles on peut vraiment évoluer. En un mot, à cause de ces robots-là, on se confine à ce que nous sommes. Voici simplement la petite phrase que j'aimerais partager. Si tu lis ce que tout le monde lit, tu penseras ce que tout le monde pense. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est une belle mise en garde. Merci infiniment Thierry, merci Patrick, merci Anne-France. Merci à vous encore qui étiez présents et qui êtes restés pour partager avec nous
ce déjà 4e rendez-vous. Il y en aura un 5e, et oui, on a bien prévu de se retrouver. On vous redonnera la date très prochainement. Elle est déjà calée, je crois. On peut d'ores et déjà l'annoncer, chers amis. Et là, en tout cas, on vous redonnera l'horaire précis, mais le prochain rendez-vous est fixé le 15 juin. Eh oui, mais bien sûr, le 15 juin. Et oui, donc dans peu de temps, mais assez pour que les choses aient évolué. Et comme vous le savez, on suit cette évolution. Merci vraiment pour ces beaux échanges. Rendez-vous le 15 juin. On essaiera de trouver un horaire qui corresponde le mieux à tout le monde dans les nouvelles réalités qui évoluent, comme on le disait, tous les jours. Merci et très belle fin de journée à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir. Merci.